Discipline positive et punition. Faut-il choisir? La discipline positive, au sens strict, est une démarche inspirée des travaux d'Alfred Adler et son disciple Rudolf Dreikurs, psychiatre autrichien du XXe siècle, qui se sont passionnés pour une éducation qui favoriserait le sentiment d'appartenance et la contribution de chacun et chacune au système dont il fait partie, élève comme enseignant. Les avancées récentes en neurosciences confortent cette théorie adlérienne que les élèves apprennent mieux et sont plus motivés intrinsèquement s'ils ont au départ un sentiment d'appartenance à leur communauté éducative et que leurs enseignants en ont un vis-à-vis de leur équipe éducative. Fermeté et bienveillance vont très bien ensemble, dès que l'on a le souci d'être encourageant envers les élèves et que l'on est au fait des systèmes des autres enseignants, qui doivent aller dans le même sens, même avec des styles professionnels différents. Traduction du côté élève, on fait mieux si on se sent mieux ensemble et si les professionnels qui s'occupent de nous agissent dans la même direction. Certains courants de discipline positive exclut même complètement toute forme de punition et préfère apprendre aux enfants à chercher uniquement des solutions suite à un manquement observé. Ceci se pratique surtout dans le premier degré. Concrètement, en collège, avec des adolescents, des effectifs élevés, des groupes hétérogènes et souvent de surcroît un faible volume horaire, je pense à la musique, aux arts, aux sciences expérimentales, où nous ne voyons les élèves qu'une ou deux fois dans la semaine, faire appel aux punitions peut être nécessaire pour maintenir un ordre immédiat dans la communauté et permettre le fonctionnement instantané à l'échelle de la classe. La recherche de solutions est menée en parallèle, souvent en prenant du recul à l'échelle de l'équipe pédagogique, en lien avec le ou la professeure principale et la direction si nécessaire. Punir de façon pédagogique n'est pas contraire à une discipline encourageante tant que cette pratique est structurée, pondérée et développe la responsabilisation des élèves. Sur le site EduScol, on retrouve facilement la différence entre punition scolaire et sanction disciplinaire. Elle ne vise pas, en effet, des actes de même gravité et les personnels habilités à les prononcer ne sont pas les mêmes. Les punitions concernent essentiellement des manquements dits mineurs aux obligations des élèves et des perturbations ponctuelles de la vie de la classe ou de l'établissement. Elles ont pour objet de permettre un traitement en temps réel et en proximité immédiate. Les punitions scolaires existent sous de très nombreuses formes. Cela va de la privation temporaire d'un droit, d'une activité, à un mot à destination des responsables légaux, une réprimande orale, un devoir supplémentaire, une retenue. Et ces pratiques nous mettent face à des dilemmes professionnels qui animent notre quotidien. Quand donner la punition? Quelle gradation? Quelle action mettre en place s'il y a récidive? Toute pratique comporte des biais et des limites qu'il faut interroger. Comment définir l'efficacité de la punition que je veux donner? Comment éviter le piège d'une confusion du point de vue de l'élève entre la punition et un tarif à payer? Un élève qui lancerait un projectile, qui sait déjà qu'il aura par exemple 10 verbes irréguliers à recopier, et il pourrait penser qu'ainsi il a payé sa dette. A-t-il réellement appris pour quelles raisons il ne doit pas recommencer? Des déséquilibres entre professionnels de la même équipe peuvent également nous confronter à des dilemmes. « Ah, mais avec monsieur ou madame un tel, une telle, on a le droit. » Et parfois c'est vrai. Les punitions permettent également aux élèves d'apprendre à faire ce que Philippe Pernoud appelait le métier d'élève, de trouver un sens dans le travail qui se fait à l'école avec un grand E. Dans le livre L'impasse de la punition à l'école, écrit sous la direction d'Éric Debardieu, on y propose de très nombreuses solutions alternatives en classe. J'ai une phrase mnémotechnique qui me permet d'interroger régulièrement mes pratiques. Rien ne résiste à la répétition d'actions. Les 3 R et le A me permettent de me remémorer les 4 critères qui doivent caractériser une solution. R pour reliée, respectueuse, raisonnable et A pour aidante. Aussi, dans la mesure du possible, je me questionne. La punition que j'ai donnée est-elle reliée? Cela signifie directement lié au manquement de comportement observé. Par exemple, un père d'élève, lors d'un échange, m'a demandé pourquoi je n'avais pas collé son fils qui avait dit une grossièreté en classe. Dans ce genre de situation, ce n'est en effet jamais pour une retenue que j'opte, parce que du point de vue de mes pratiques pédagogiques,
ce n'est pas une heure de retenue qui permet à l'élève de corriger son comportement sur le long terme. La punition est-elle respectueuse, que ce soit dans la manière d'être, dans la manière de l'annoncer, dans le ton de la voix, la forme, comme le fond? La responsabilité de l'enseignant est d'appliquer une solution dans la dignité et le respect. La forme la plus évidente du respect est bien sûr de communiquer de façon explicite à l'élève comme à sa famille la forme de la punition et quand elle aura lieu ou pour quand elle est à faire. La solution en réponse au manquement est-elle raisonnable? Cela questionne bien évidemment la gradation de la punition et la question également de la fréquence. Un exemple classique est celui de l'oubli de cahier. Lorsque l'on note un trop grand nombre d'oublis de la part d'un élève, il est raisonnable de se questionner si l'élève l'a perdu ou pas, et dans ce cas-là de mettre en place d'autres solutions. La punition donnée est-elle aidante? Permet-elle à l'élève de s'améliorer, de chercher à résoudre le problème sur le long terme? Nous réalisons tous nos gestes professionnels avec les aléas du quotidien. Pour ma part, j'essaye de garder cette phrase mnémotechnique en tête et de questionner au maximum mes pratiques.